Cette semaine, à Église en sortie, je reçois l'historien Yves Gingras qui nous parle de la publication des lettres biologiques du frère Marie-Victorin. On vous présente un reportage sur le Forum Jeunesse 2018 de l'AECQ et on s'entretient avec Hélène Roderick sur les lettres biologiques dans le contexte de l'enseignement de l'Église. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de sciences, de religion, de société québécoise, tout cela autour de la vie et de l'œuvre du frère Marie-Victorin. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Yves Gingras. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Yves Gingras, vous êtes bien connu au Québec puisque vous avez passé toute votre vie à l'étudier à travers son histoire. On est réunis aujourd'hui pour parler tout spécialement d'un ouvrage qui vient de paraître, dont vous faites la présentation et vous avez fait vraiment un travail de lecture et d'organisation de tout ça. Les lettres biologiques, recherche sur la sexualité humaine du frère Marie-Victorin, publié chez Boréal. Alors c'est un plaisir de vous avoir avec nous. D'abord, une question bien simple. Qui est Marie-Victorin? Pouvez-vous nous dresser un portrait brièvement de sa vie et son œuvre? Au Québec, on peut dire que quand on dit le nom de Marie-Victorin, tous les gens pensent au Jardin botanique de Montréal, parce que c'est l'œuvre la plus visible. Tous les gens vont le samedi et le dimanche en famille avec leurs enfants depuis 1929 qui a lancé le projet. Mais Marie-Victorin, c'est aussi beaucoup plus que le Jardin botanique de Montréal. C'est un des plus grands intellectuels au Québec de l'entre-deux-guerres. Il est né Conrad Kerouac à Québec le 3 avril 1885, et il va décéder, malheureusement, des suites d'un accident d'auto le 15 juillet 1944. Et donc, sa carrière publique, si on peut dire, est en gros entre 1915 et 1944, et c'est au cours de ces 30 années-là où il va vraiment moderniser le Québec sur le plan scientifique. Parce que comme très jeune, il a des problèmes de santé, il a été formé, lui, à l'école secondaire à Québec, chez les frères des écoles chrétiennes. Donc, ils deviennent leur modèle. Et alors que son père voulait que Conrad devienne un dominicain, parce que c'est plus élevé, il va aller à l'université, lui, il dit non, moi, je vais être un frère des écoles chrétiennes. Donc, déjà, on voit à 9-10 ans que c'est quelqu'un qui a une vision claire, il a une autorité, et il dit à son père, non, c'est moi qui décide. Et donc, il devient frère des écoles chrétiennes, mais il a une santé très fragile, et donc, il y a vraiment des problèmes de santé, la tuberculose, et il croit mourir, il saigne du sang beaucoup. Fait qu'on lui dit, tu as besoin de nature. Et donc, c'est par la découverte de la nature qu'il va devenir botaniste. Il devient prof en 1920, et là, il peut donc développer la biologie, former des gens autour de lui, comme Jacques Rousseau, Pierre Dansereau, qui est un grand du Québec dans les années 60, est formé par Marie-Victorin. Donc, c'est un grand intellectuel, un grand scientifique, et il est très important parce que il est en avance sur son temps, tant sur la formation scientifique, sur le discours sur la société québécoise qui selon lui, n'est pas assez développée parce qu'elle est pas assez fondée sur la science. Donc, critique de l'ultramontanisme, pensée politique et grand intellectuel et surtout un grand scientifique. Justement, pouvez-vous nous dire, dans toute son œuvre, quel est comment est-ce qu'elle s'insère, ces lettres biologiques, dans l'œuvre de Marie-Victorin? Vous en avez parlé un peu, là, qui s'intéressait à la sexualité humaine. Pouvez-vous nous parler un peu là, du contexte dans lequel, justement, ont été publiées, un peu sa relation avec Marcel Gauvreau, etc.? Pour comprendre, et ça, bien sûr, l'existence des lettres, de la correspondance de Marie-Victorin avec son assistante, qui était aussi donc celle qui s'occupait de ses lettres, qui s'occupait aussi de la bibliothèque du Jardin botanique, qui est Marcel Gauvreau. Marcel Gauvreau a fait ses études en biologie sous la direction de Jules Brunel, mais aussi de Marie-Victorin, et elle a fait un mémoire de maîtrise, par exemple, sur les algues du Québec. Donc, elle a travaillé à partir, en gros, de 1930 dans l'orbite de Marie-Victorin. Et ce qui les rapproche, c'est que Marcel Gauvreau a aussi, comme Marie-Victorin, eu la tuberculose et a eu la polio aussi. Donc, leur maladie les rapproche. Ils sont deux, comme lui dit, des estropiés de la vie. Et donc, ils entreprennent une correspondance privée dans laquelle ils échangent leur conception de la sexualité. Et Marie-Victorin lui dit, moi qui
en gros de 1904 à 1920, a travaillé surtout avec des jeunes garçons de 12 à 17 ans et qui avaient constaté l'ignorance de la sexualité autour de lui. Il dit dans son journal, qui a été publié par le frère Baudet en 2004, un très beau journal qui s'appelle Mon Miroir, qui porte sur ses réflexions de 1904 à 1920. Et dans ça, il parle de sexualité masculine chez les jeunes garçons. Il dit, c'est incroyable l'ignorance. Donc il dit, il faut compléter cette formation et on n'enseigne pas aux jeunes à connaître leur corps. L'être humain est fait de biologie et tout ce qui est humain est naturel et est bon en principe, sauf comme il dit que si on en abuse. Donc il dit qu'il y ait une relation sexuelle normale, c'est normal, mais c'est comme tout. Lui, il voit un équilibre des choses. Donc il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait abus, tout est dans l'équilibre, mais c'est toujours dans la nature. Après avoir étudié et enseigné aux jeunes d'avoir une sexualité saine, lorsqu'il va à l'université, il a plus de chances de rencontrer des femmes, donc il se renseigne à travers elles. Parce qu'il dit, moi, bon, je suis frère, je ne peux pas savoir quelle est la psychologie féminine sur la sexualité. Donc, ils font une entente secrète. Je vous écris des longues lettres, et ce qu'il appelle des lettres biologiques auxquelles vous me répondez. Quelle est la nature de la relation qu'il a eue avec Marcel Gauvreau? Ce qui est très intéressant dans la lettre, outre le fait qu'il y a une tentative de réfléchir scientifiquement à la sexualité, il y a surtout aussi, sur le plan religieux, sa réflexion sur la chasteté. Mais sa vision de la chasteté, c'est de dire, nous, Marcel Gauvreau, notre amour, parce qu'il s'agit d'un amour, soyons bien clairs, Marcel Gauvreau est en amour total avec le frère Marie-Victorin. Tout comme Lucille Swann est en amour avec Théard de Chardin. Mais Marie-Victorin lui dit, notre amour est au-delà de l'amour physique, il est donc plus élevé encore. Parce que lui, c'est quand même un frère d'école chrétienne, c'est un croyant, c'est un catholique, Marie-Victorin, c'est pas un opportuniste qui veut être dans les religions, qui n'est pas croyant, il ne faut pas qu'on pense ça. Donc, ça l'oblige à réfléchir sur la chasteté et à rappeler que leur union est une union, c'est son terme, une union mystique, pas une union physique des corps. Donc, l'attraction est élevée, mais il se rationalise ça, l'impossibilité physique, plutôt l'impossibilité sociale de leur relation, est sublimée dans la rationalisation d'une supériorité de l'amour mystique. On note aussi l'importance qu'il met au célibat et sa valeur, justement, pour pouvoir sublimer et se donner plus totalement pour des fins, par exemple, la recherche de la science et la religion également. On trouve ça dans ses lettres. Si vous aviez à conseiller ou à vendre ces lettres biologiques, qu'est-ce que vous espérez là, que le lecteur des lettres biologiques puisse retirer de sa lecture? Je pense que la lecture des lettres biologiques nous apprend, l'état de l'ignorance sur la sexualité des années 30, pas uniquement au Québec, mais en Amérique du Nord et en Europe, nous apprend surtout à lire des textes très bien écrits de Marie-Victorin qui portent sur une chose difficile à discuter rationnellement et que lui analyse en biologiste et non pas en moraliste. Il fait un peu de morale parce que c'est un frère, mais l'essentiel, 90% du texte, c'est une réflexion scientifique sur la sexualité et sur les limites de la chasteté. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être un frère ou bien un prêtre qui a accepté de donner sa vie à Dieu et donc de renoncer au mariage, bien qu'ils disent que l'Église catholique va devoir un jour, il écrit ça dans les années 30, va devoir un jour accepter le mariage pour les prêtres pour qui la chasteté est impossible. Donc, il ouvre la porte au mariage des religieux pour ceux pour qui c'est trop difficile. Pour lui, c'est difficile, mais pas trop, donc lui accepte d'être non marié. Ou peut-être une critique justement de trop de gens qui vont peut-être en religion sans y être véritablement appelés à ce célibat. Oui, exactement. Oui, qui est très difficile. Très bien. Alors, Yves Gingras, je rappelle que vous êtes historien, professeur d'histoire à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et vous êtes un des grands spécialistes de Marie-Victorin. Vous avez publié plusieurs ouvrages, note en passant Science, culture et nation, texte choisi, présenté par vous-même chez Boréal, qui a été publié dans les années 1996. Et plus récemment, on a entendu parler, Les lettres biologiques, recherche sur la sexualité humaine, toutes les deux publiées chez Boréal. Alors, Yves Gingras, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir.
a émergé il y a un peu plus d'1 an, à peu près 18 mois, au sein du regroupement national, provincial, la mission auprès des jeunes. Et on a senti le besoin, la table nationale, de reproduire un forum jeunesse en dialogue avec les évêques. Alors, le thème, c'est « Je suis le présent ». L'objectif premier, comme je l'ai dit, c'est vraiment le dialogue avec les évêques. Donc, tout au long du 24 heures, il va y avoir des blocs où est-ce que les jeunes vont être interpellés par je dirais des conférenciers, si je peux dire ça, ou des jeunes, des représentants diocésains qui vont les interpeller sur différents sujets, que ce soit les défis quotidiens, la spiritualité. Et tout ça est mis en lien avec le synode qui s'en vient en octobre 2018. Alors, le filon est exactement le même. Chaque diocèse a travaillé aussi de son côté sur le synode et ces jeunes-là ont été interpellés dans cette ligne-là. Si je suis ici, c'est pour avoir, bien sûr, on a toujours des expériences avec les groupes de jeunes et tout ça, mais pour avoir, dans la perspective du synode, particulièrement, les opinions, ce que pensent les jeunes, ce que désirent les jeunes. Le pape, plusieurs fois, a dit aux jeunes qu'il fallait même qu'ils crient, dire exactement ce qu'ils pensent, ce dont ils ont besoin. Alors, je veux bien être ici ce week-end-ci avec les jeunes pour les écouter, pour les entendre, pour peut-être mieux rapporter leurs cris, ce qui les habite vraiment, lorsque je serai à Rome au synode en octobre prochain. Disons que nous, souvent, comme évêques, comme prêtres, comme agents de pastoral, on a un peu l'impression d'avoir toutes les réponses. Alors souvent, quand on n'écoute pas toujours, on veut tout de suite répondre aux attentes qui sont manifestées. Alors justement, je pense que ce week-end-ci, on doit être dans une attitude, non pas de passivité, mais une attitude, disons, d'écoute active et essayer de bien comprendre, de bien saisir. Le pape, ce que le pape veut, c'est la parésia, mais cette audace aussi de dire les choses, alors de les dire en toute liberté. Alors nous, il faut être capable d'accueillir sans juger, sans vouloir répondre. Ça nous change des fois de nos habitudes un petit peu, mais je pense, pour être fidèle au pape François, le pape François, c'est ce qu'il veut, entendre tous les cris des jeunes. Donc, il y a 6 blocs qu'on va traverser de différentes manières, par différentes approches. Et c'est par ces blocs-là qu'il va y avoir le dialogue entre évêques et jeunes. Nous, on a les défis quotidiens. Alors, aujourd'hui, un jeune qui a entre 18 et 30 ans, quels sont ses défis quotidiens? Ça peut varier en 12 ans d'âge. Ça peut varier des études, du travail, de la famille, des amis, les réseaux sociaux. Donc, ça se décline de plusieurs manières. C'est ça qu'on a besoin d'entendre parce que cette génération-là change beaucoup, change rapidement. Alors, qui sont-ils aujourd'hui en 2018? Alors moi, je pense qu'ils ont une place extrêmement importante. On dit souvent les jeunes, c'est la relève. C'est vrai, c'est tellement vrai. Mais on a beaucoup à apprendre comme adultes, comme aussi des fois comme aînés de la jeunesse. Ils ont cette fougue-là, des fois qu'on garde pas au fil du temps, mais de se laisser inspirer, un peu comme le dit le dicton, si jeunesse savait ce que vieillesse pouvait, de se laisser inspirer par cette fougue-là, leur ambition, leur créativité. Alors, la place du jeune en Église, elle est là. Maintenant, c'est à chaque milieu, à chaque Église locale de voir comment on aborde le jeune et comment on lui laisse la place, comment on lui laisse de l'espace dans cette créativité qui peut être très, très innovante, très déboussolante, avec ses questions aussi. Il ne faut pas oublier le jeune, comme tout être humain, mais plus spécifiquement ado, jeune adulte, les questions de la vie, le sens de la vie et ses parties prenantes aussi de tout le forum. Où est notre place dans ce monde-là comme jeune? C'est sûr qu'ici, par exemple, au Québec, on a l'impression qu'on a perdu notre jeunesse. Moi, je pense qu'au fond, l'Église doit être très attentive parce que chez les jeunes, et je pense que c'est une des choses qui va ressurgir ce week-end-ci, il y a des attentes. Il y a des attentes, il y a des appels, il y a une soif spirituelle qui est là.
Alors, c'est un peu, je veux être très attentif à qu'est-ce que c'est qui, en quelque sorte, quelles sont les caractéristiques de cette soif qui les habite. Et c'est dans ce sens-là que l'Église, qui connaît la source, pourra vraiment les inviter de façon pertinente. Les jeunes, ce qu'ils recherchent, c'est l'authenticité. Et le pape parle souvent de transparence. Les jeunes peuvent vraiment nous aider à être de plus en plus transparents nous-mêmes, comme Église. Pas juste les plus âgés, les évêques, les prêtres, les agents de pastoral, mais tout le monde, tous les chrétiens. Quand ils nous appellent, ils nous interpellent à être disciples missionnaires. C'est qu'on doit se rendre compte que de par notre baptême, on est des protagonistes. Nous sommes disciples de Jésus, mettant nos pas dans ses pas, mais missionnaires, emportés par l'Esprit pour témoigner au monde de la joie de l'Évangile. Mon espérance, c'est vraiment qu'il y ait ce dialogue-là entre les jeunes et les évêques. On a essayé de choisir des jeunes qui sont proches de l'Église, mais pas ceux qu'on voit tout le temps et quotidiennement. Donc, des jeunes qui sont pas réfractaires à l'Église, mais qui ont une prise de parole et qui ont quelque chose à dire. Fait que mon espérance, c'est vraiment une écoute mutuelle. Aussi, qu'est-ce que les évêques ont à dire quand ils vont prendre parole? Je pense qu'ils vont être beaucoup là pour écouter, mais ils vont avoir quelque chose à dire. Pour nos deux évêques aussi qui s'en vont au synode, donc Monseigneur Gendron et Monseigneur Cyr, donc qu'est-ce qu'eux vont avoir à nous dire aussi par rapport à ça? Donc, j'ai bien espoir qu'on s'écoute mutuellement et qu'il y ait peut-être dans une utopie une certaine fraternité là, qui va se développer aussi en interdiocèse, des rencontres. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons continuer de traiter de ce sujet du frère Marie-Victorin et de la morale sexuelle en général. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Hélène Roderick. Bonjour. Bonjour. Alors, Hélène Roderick, vous êtes co-directrice du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille du diocèse de Montréal. Oui. Alors, c'est un plaisir d'être réunis aujourd'hui pour parler de ce qui a été un peu l'occasion de nouvelles qui est sortie, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission. On va parler ensemble des lettres biologiques du frère Marie-Victorin. Alors, vous qui êtes spécialiste vraiment des questions reliées à la morale, l'Église, la sexualité, toutes ces questions relatives, pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce que ces lettres biologiques nous apprennent sur le contexte, quelle était la morale sexuelle à l'époque où ont été écrites ces lettres? Non, c'est une très bonne question, Francis. Alors, on apprend de ces lettres de l'époque, c'est les années 30-40, surtout par les anecdotes, parce que ce n'est pas le but de ces lettres de tout décrire le moral ou même parler contre le moral de l'époque. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ces lettres? Premièrement, il parle qu'il y a un manque de connaissance de notre nature, de le corps humain. Et il dit le corps, Dieu a créé le corps, et c'est quelque chose de merveilleux, le fait qu'on a le désir, mais malheureusement, on n'a aucune idée comment ça fonctionne, même au niveau biologique. Alors, il y a un manque de connaissances. Aussi, il parle beaucoup d'une culture de peur. On ne parle pas beaucoup en famille, dans la communauté religieuse. Il parle des tabous de la sexualité. Alors, c'est un peu caché, tout est caché. Oui. Et aussi, il était un enseignant à l'école. Alors, il a vu même avec ses étudiants qu'ils ne connaissent pas même leur sexualité. Et il dit il y a des principes moraux mal équilibrés et un scruple fréquent. Alors, il voit ça dans ces jeunes, il veut les donner quelque chose de plus beau. Et justement, ça fait un peu contraste. Le frère Marie-Victorin lui-même, comment est-ce que vous décririez un peu sa morale sexuelle? Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'il parle « je me suis fait une morale » ou disons dans les limites. Disons que c'est un scientifique qui s'intéresse beaucoup à la sexualité, mais c'est également un religieux. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu comment est-ce que vous voyez, comment vous le percevez lui-même dans sa morale? Alors, il faut dire qu'il a commencé la formation de nouvelle morale, mais je pense que quand on arrive à la fin des lettres, ce n'est pas encore proposé. Je pense que le fait qu'il est mort plus jeune, il n'a pas arrivé à vraiment proposer c'est quoi cette morale. Il a dit qu'il veut une morale basée sur la biologie que tout le monde, même pas les catholiques, même tout le monde peut vivre. Mais ce n'est pas encore assez développé. Oui. Mais quelques caractéristiques de ce morale,
C'est vraiment basé dans la nature. C'est quoi vraiment la sexualité d'un homme, d'une femme, comment on ressent la sexualité en nous. La bonté du corps humain dans son entièreté, puis la bonté du plaisir, puisqu'ils sont complètement liés entre eux aussi, non? Oui, souvent dans les lettres, on entend que Dieu et la nature sont unis. Alors, il dit souvent, on pense que la sexualité est quelque chose qui vient du diable. Mais il dit non, la nature est belle et quelque chose d'important. Alors, il faut mieux comprendre ce que Dieu nous a donné dans notre propre corps et cœur. Oui. Oui. Souvent, ce qu'on entend dans la rue, c'est que justement cette morale stricte qui poussait au scrupule et à la peur de la sexualité, elle était due à l'Église. Alors, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette opinion, elle est vraie, en partie du moins, et peut-être nous expliquer quelle est la différence peut-être entre l'enseignement de la morale de l'Église à l'époque et aujourd'hui? Mais je ne suis pas experte du moral de l'époque, mais ce que j'ai lu de Frère Marie-Victorin, c'est vraiment pas seulement l'Église qui a une culture du peur, mais la société en général. Personne n'avait une connaissance biologique ou très humaine de la sexualité. Les dernières 30, 40, 50 années, je pense que dans mon expérience, j'ai vu un grand développement dans la pensée dite personnaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que dans une relation amoureuse, l'homme et femme sont des personnes pleines de dignité. Alors, il faut avoir un respect entre les deux. Il faut prendre soin des deux. Le sexe, c'est pas simplement pour faire des bébés, mais c'est pour unir et donner le plaisir à l'homme et la femme. Alors, de prendre ça au sérieux. L'autre chose qu'on a beaucoup développé, et c'est un peu les bases de l'aide biologique, c'est le niveau, la connaissance biologique de nos corps. Et en fait, beaucoup de monde peut-être ne connaissent pas, mais c'est vraiment l'Église, surtout le pape Paul VI, nous a beaucoup encouragé de développer la science de notre fertilité. Et ils ont fait beaucoup d'études. Alors maintenant, il y a beaucoup de sciences pour nous aider à comprendre la fertilité et surtout de guérir l'expérience d'infertilité. Alors, il y a une sagesse dans cette tradition qui a commencé dans l'Église que même, je trouve, dans la grande culture scientifique, comme par exemple mes amis qui ont fait des études pour devenir médecins, ils n'apprennent pas cette vraiment connaissance de notre fertilité, parce que Frère Marie-Victorin avait un regard que la nature, c'est le langage de Dieu. Alors, il porte un nouvel regard sur la fertilité, la biologie, qu'on n'a pas dans le monde scientifique aujourd'hui. Il fait découler un peu sa morale, justement, d'une perception qu'il se trouverait déjà dans la nature, ou peut-être aujourd'hui, on redécouvre, avec tous les mouvements écologiques et tout ça, on redécouvre une manière plus naturelle, justement, de traiter ces problèmes d'infertilité et tout ça. Oui, exactement. Je pense que le développement de la personne et de la nature vers ce qu'on appelle aujourd'hui écologie humaine intégrale. Je pense qu'il y a des racines là et ça développe parmi Jean-Paul II et maintenant le pape François dans cette direction. Oui. Donc, il était avant-gardiste à la fois dans la société et dans l'Église, selon vous? Mais il faut regarder le tout. Alors, avant-gardiste, ça veut dire un peu quelqu'un qui a fait des choses différentes, uniques, oui. Alors, oui, ici, on regarde un peu sa recherche, comment il est arrivé à cette nouvel regard. Mais c'est parmi beaucoup de recherches avec son ami, son secrétaire du jardin botanique. Et ils avaient une amitié très intime et ils ont fait un peu la recherche ensemble de pas seulement leur propre sexualité, alors déjà c'est quelque chose de très intime, mais aussi un peu un cours ensemble. Ils ont choisi des livres qui parlaient déjà de la sexualité humaine. Ils ont échangé sur les livres. Alors déjà, c'est différent, une manière différente. Un aspect que je dirais, peut-être je suis moins à l'aise avec, c'est ces relations intimes avec les prostituées. Même si de temps en temps, ils parlent dans une manière très belle et riche de les amitiés qu'il a eues avec ces femmes. C'est toujours une question, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait la recherche sexuelle avec des personnes humaines, parce qu'on ne peut jamais diviser notre sexualité de notre personne. Alors, il y a même une rencontre à la fin avec une jeune prostituée. Et pour moi, ça pose des questions de
qu'est-ce que ça veut dire, ce type de recherche avant-gardiste? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des personnes comme des cobayes? On a affaire à des personnes qui ont une dignité quand même. Oui, oui. Et je dis pas, je pense beaucoup de ces lettres, ça montre un grand respect, mais c'est toujours une question que j'ai en moi. Justement, comment est-ce que vous pensez que ces lettres vont être reçues, peut-être pour le public en général et pour l'Église? Comment est-ce que vous pensez que ça va être reçu, ces lettres biologiques, selon vous? Oui. Mais déjà, si on regarde les derniers mois, comment c'était reçu, je dis, ça a un peu un goût de scandale ou quelque chose. Alors, beaucoup de médias parlent de ces lettres sans vraiment les lire ou prendre le temps. Alors, ça, c'est pourquoi j'ai acheté le livre pour voir, mais qu'est-ce qui est dit, c'est quoi l'idée, c'est qui frère Marie-Victorin, c'est quoi son regard sur la sexualité. Alors, si on prend le temps de les lire, je pense qu'il apporte une nouveauté, une grande beauté dans beaucoup de ces lettres, de la manière qu'il même parle de la chasteté. Peut-être on ne pense pas de les lettres biologiques en lien avec la chasteté, mais il parle beaucoup de la vocation à la chasteté, comment c'est un don de Dieu, et il encourage son ami Marcel de vraiment vivre sa chasteté tout en temps d'être pleinement féminin, pleinement elle-même. Alors, je trouve ça c'est une richesse pour notre temps dans l'Église. Est-ce que vous conseilleriez justement la lecture ou si oui, à qui en particulier vous conseilleriez la lecture de ces lettres? Mais pour ceux qui se sentent impliqués ou qui sont curieux, les adultes, lisez-les ensemble pour avoir une discussion. Alors ça, c'est une des choses très riches. J'ai lu avec un ami prêtre au diocèse. On a eu la chance de dire, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a des choses assez graphiques aussi. On parle très ouvertement de l'intimité d'un homme et d'une femme. Très bien. Alors, Hélène Roderick, je rappelle que vous êtes co-directrice de ce centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille du diocèse de Montréal. Alors, si on veut entrer en communication avec ce centre, justement, pour pouvoir utiliser ses services, voir les activités que vous faites, comment est-ce qu'on fait? Très bien, mais premièrement, vous pouvez aller sur le site web du diocèse et chercher sous Office et services, mariage, vie, famille. Et notre numéro de téléphone, nos coordonnées, nos courriels sont là pour Hélène Roderick et aussi Catherine Perrault, la co-directrice. On offre des cours dans la théologie du corps, les soirées avec les autres jeunes adultes pour discuter. Et aussi une soirée de réflexion sur l'euthanasie et la mort qui s'appelle « Ne gaspillez pas votre mort ». C'est ici la soirée le 12 avril à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.